À mon avis, pour 4 raisons, Anthony. La première, c'est que nos compatriotes juifs ne sont pas... C'est pas qu'ils se sentent menacés, c'est pas un sentiment de menace, c'est qu'ils sont menacés. Il y a des agressions physiques qu'ils subissent depuis le 7 octobre. Donc, à mon avis, les soutenir, faire bloc, c'est une cause nationale absolument légitime. Si nos compatriotes musulmans avaient été menacés de la même façon, c'eût été tout autant légitime. La seconde raison, parce que ceux qui les menacent, soyons clairs, les islamistes, ont déjà fait couler le sang français. Ils ont fait couler le sang français, notamment en Israël. Nous avons plus de 40 morts, ce qui en fait d'ailleurs l'attentat le plus grave depuis Nice. Et ils ont fait couler le sang français en France. On a pratiquement 300 morts depuis 2012. Cette marche, elle était d'autant plus vitale, me semble-t-il aussi, que la République française, justement, se fracture, que certains font bande à part, que LFI appelle à des manifestations, disons, absolument partisanes, sans aucun drapeau français, qu'on pourrait considérer quasiment comme des marches séparatistes qui refusent de condamner le Hamas. Et la marche de dimanche, c'est donc une marche en réponse à cette menace et à ce rejet et à cette menace de séparatisme. Et la quatrième et dernière raison pour laquelle je pense que cette marche était très importante, c'est précisément, c'est une cause d'intérêt national, c'était un appel qui a été lancé par les deux présidents des deux assemblées qui n'appartiennent pas au même parti. Donc a priori, c'était une marche, on peut dire, supra-politique, c'était une marche transpartisane. Le problème, c'est que ceux qui ont appelé à cette marche ont commis, à mon avis, une faute politique lourde, puisque tout en appelant à une marche unitaire, ils ont souhaité la fracturer, faire de la politique politicienne. Ils l'ont reconnu eux-mêmes, mais un peu tard. Voilà. Donc je pense que c'est fondamental, en tout cas, de marcher pour montrer que la France n'est pas divisée. Et Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a-t-il lui aussi commis une faute en refusant, dans un premier temps, de dénoncer l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen ? Le terme faute me paraît excessif. Le terme maladresse, indiscutablement, il l'a reconnu de toute façon lui-même, parce que là, l'enjeu était suffisamment grave pour ne pas tourner autour du pot et pour dire, à mon avis, pour admettre que les propos tenus par Jean-Marie Le Pen, notamment en 1987, étaient non seulement antisémites, mais révisionnistes. Mais ce n'est pas une faute, pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord parce que la question qu'on lui a posée était évidemment une question piège. Qu'il refuse ou qu'il accepte de reconnaître, de toute façon, on allait le coincer. C'est l'idée de dire, oui, alors le fondateur du Front National, dont est issu le Rassemblement National, était un antisémite, donc ça veut dire que les sources sont empoisonnées. Et puis, autre chose, je pense que la deuxième raison pour laquelle c'eût été une faute, c'est qu'il n'est même pas certain que Jean-Marie Le Pen ait été antisémite lui-même. Les calembours dont on se souvient sont absolument odieux et inacceptables, mais à mon avis, ils ressemblent davantage aux provocations d'une Sandrine Rousseau. C'était une tactique pour exister. Il disait des énormités et ensuite tout le landerneau politico-médiatique s'affolait et lui tendait des micros. Donc c'est une stratégie de provocation. Parce que si on va au bout du raisonnement historique, il faut se rappeler que le Front National a été fondé en 1972. Il a été fondé effectivement notamment par un ancien Waffen-SS, Pierre Bousquet, mais il était aux côtés d'un résistant, et pas des moindres, Georges Bidault, ministre du général de Gaulle, successeur de Jean Moulin à la tête du Conseil national de la Résistance. Et donc, si on fouille les greniers historiques, je dirais, il faut les fouiller jusqu'au bout. Voilà. Qui reproche à Mme Borne d'être issue du Parti socialiste qui avait été dirigé par François Mitterrand, qui avait lui-même reçu la Francisque, qui n'avait jamais rompu avec l'auteur de la rafle du Veldiv, excusez du peu, ou qui reproche d'ailleurs aujourd'hui à la tête de liste Renaissance pour les Européennes, Mme Loiseau, d'être issue d'un syndicat étudiant particulièrement raciste, venimeux et antisémite, le GUD. Personne. Cette marche, elle va rassembler beaucoup de monde, in fine ? Écoutez, il risque d'y avoir évidemment beaucoup moins de monde que les marches, par exemple, qu'on a vues au lendemain de Charlie, 4 millions de personnes en France. Pourquoi ? D'abord parce que la raison pour laquelle la marche est justifiée, c'est-à-dire la menace antisémite, est réelle. Et donc beaucoup de nos compatriotes juifs peuvent se sentir menacés, et y compris menacés pendant cette marche. La deuxième raison, c'est qu'on est désormais dans un monde virtuel. Et notamment pour les plus jeunes, je pense qu'il est désormais, le réflexe est acquis de manifester plutôt d'un clic ou d'un hashtag plutôt que en battant le pavé. La troisième raison, c'est qu'on a déjà manifesté, Anthony. On a déjà manifesté, et en masse, on a manifesté pour Charlie, on a manifesté après le Bataclan, et qu'est-ce que ça a changé ? Beaucoup de gens peuvent légitimement se poser la question. Et pourtant, je pense que cette marche est importante. Pourquoi ? Parce que sinon, s'il y a peu de monde en réalité, eh bien ça veut dire que les islamo-gauchistes auront réussi leur coup. Ça veut dire qu'ils auront montré que nos compatriotes juifs sont isolés, et ils ont montré qu'ils peuvent en fait fracturer le pays et faire peur. C'est pour ça aussi que je pense que la présence du chef de l'État était attendue, que la présence du chef de l'État était importante. Lui-même semble dire qu'il n'ira pas, et lui-même semble dire que c'était un facteur d'espoir de participer à cette marche. Sauf que son absence,
quasiment annoncé à l'avance et à mon avis un facteur de désespoir en réalité, pour reprendre ses propres termes. Et on peut s'interroger plus largement, et je vais en terminer sur ce point, sur l'évolution du chef de l'État. Souvenez-vous du chef de l'État en Israël. Pendant sa visite, il appelait à une coalition internationale pour détruire le Hamas. Nous sommes un peu plus de 15 jours plus tard. De quoi parle-t-il? D'un cessez-le-feu. D'un cessez-le-feu sans demander d'ailleurs au préalable la libération des otages. Alors pourquoi un tel revirement? À mon avis, parce qu'il y a probablement des rapports qui arrivent sur son bureau. Les fameux rapports dont parlait François Mitterrand, dont un président ne devrait pas dire ça. Dans un président ne devait pas dire ça, François Mitterrand avoue à nos confrères que les rapports qu'il reçoit sur les banlieues lui font penser à une situation de guerre. Seulement voilà, Monsieur Macron, qui veut la paix, prépare la guerre.